Merci d'être venu pour notre conférence de presse en rapport au Comité national de l'OGBL. Je regrette énormément et je serai brève. Ce n'est pas agréable de m'écouter. Mais j'ai déjà beaucoup parlé ce matin, donc ma voix est encore plus rauque. Donc nous vous disons un grand merci d'être venu, même s'il y a beaucoup de choses actuellement. Et nous avons de nombreux dossiers sur lesquels nous travaillons. Ce matin, au Comité national, nous avons fait une analyse, nous avons discuté des différents dossiers et c'est très important que vous soyez tous là et nous vous en disons merci. Pour vous, ma voix, cela s'explique, nous sommes en grève et nous passons de nombreuses heures à l'extérieur, dans le froid, dans la pluie, dans la neige, et même parfois très tard dans la soirée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un léger refroidissement. Ce n'est rien de grave pourtant. Mais cela explique ma voix. Avant de commencer, ce n'était pas notre premier point de l'ordre du jour au Comité national, mais cela explique notre composition ici à la table. Aujourd'hui, le Comité national a décidé à l'unanimité que la direction de l'OGBL, donc l'organe qui prend souvent des décisions politiques, sera élargi de 2 personnes. Cela ne veut pas dire que les autres auraient été éliminés. Non, ils sont seulement empêchés aujourd'hui. Donc la constellation sera la même, et élargie de 2 personnes, Piet Bach et David Angel, que vous connaissez tous, parce que vous l'avez déjà vu à la radio, à la télé. Piet Bach est secrétaire central des affaires sociales et de la santé, et David Angel est secrétaire général lui aussi de son syndicat, et nous sommes heureux qu'ils aient été approuvés au comité directeur de l'OGBL. Et puis nous avons évidemment eu non seulement des tâches administratives, mais aussi des discussions politiques pour le comité national. Et en fait, nous avons fait le tour des dossiers sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et forcément, nous avons dû faire une analyse des intentions politiques de notre nouveau gouvernement et donc du programme de la coalition. Dans ce cadre, nous nous sommes déjà vus une fois parce que l'OGBL avait organisé une conférence de presse avec une analyse des sujets qui figurent dans le programme de coalition, ceux qui nous concernent le plus, donc les salariés, les retraités, leurs familles, donc toutes les personnes physiques, le commun des mortels. Nous avons fait une analyse donc du programme électoral et nous avons procédé à une évaluation. Nous avons dit ce qui est bon et ce qui est moins bon. Nous avons discuté de cela ce matin au comité exécutif, au comité national, et nous avons dû constater qu'en fait, nous avons beaucoup de pain sur la planche et nous devons être présents en de nombreux endroits. Cela n'a rien à voir avec l'OGBL, mais bon, ce n'est pas notre choix. Mais il y a toute une série de conflits sociaux actuellement dus à une situation difficile, conjoncturelle, dans différents secteurs économiques. Et nous travaillons sur de grands dossiers. Nous vivons d'une période politique très difficile. Ce n'est pas notre choix, mais nous devons quand même faire opposition. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit encore une fois, et j'ai plusieurs fois essayé de l'expliquer, ce n'est pas l'OGBL qui s'est radicalisé. Non, nous sommes là où nous étions toujours. Nous suivons les valeurs et la programmatique de l'OGBL poursuivie depuis sa création et depuis John Castagnaro. Nous allons continuer à le faire aussi à l'avenir. Donc ce n'est pas surprenant
si nous exerçons des critiques par rapport à différents points du programme de la coalition, et le GBL est là où il doit être. Et si le cas échéant, nous allons même dans la rue lorsque cela est nécessaire. Je vais encore parler de différents dossiers que nous avons traités, mais vous l'avez sans doute appris. Dans de nombreux secteurs économiques, nous avons des négociations pour la convention collective et là, il y a des problèmes. Nous avons de nombreux employeurs qui s'attaquent aux acquis et qui ne sont pas prêts à négocier avec nous. C'est la situation dans de nombreux secteurs professionnels. Nous avons un dossier dans le secteur de la construction. Nous avons le dossier au cargo centre où 1200 personnes attendent une réponse. Nous avons le conflit chez Arcelor pour les congés de maladie. Nous avons la restauration collective. Nous avons de nombreux dossiers où nous constatons que les temps sont difficiles et que nous devons vraiment continuer à nous opposer. Revenons au contexte politique dans lequel nous sommes. Nous avons fait une récapitulation pour le programme de coalition. C'est un vent libéral qui souffle et le gouvernement s'occupe surtout des entreprises, de la compétitivité et très peu des salariés, et c'est ce que nous regrettons. Nous avons donc une orientation politique où nous disons « Attention, il faut veiller à ce que différentes choses ne puissent pas se passer ». Bon, on a déjà parlé de l'index. Ils disent « Nous, on ne touche pas à l'index, mais s'il y a plus d'une échéance, il faudra en discuter dans une tripartite. » Il y a une période de forte inflation. La politique salariale, nous étions contents quand le nouveau gouvernement a dit quelques jours plus tard, nous allons lutter contre les inégalités et la pauvreté. Et puis, si on veut combattre la pauvreté, alors on doit évidemment s'attaquer au taux des working poor. Et nous sommes un des pays les plus riches qui a pourtant un des taux les plus élevés pour les working poor. Et en fait, c'est un scandale. Et si on dit « je veux combattre la pauvreté », alors il importe aussi de veiller à ce que les salaires soient suffisamment élevés pour éviter la pauvreté. Et au contraire, on dit que le révis devrait être baissé au niveau du salaire social minimum, mais alors pour que cela vaille le coup d'aller travailler. Mais alors, ils n'ont qu'à voir dans quelles conditions certaines personnes doivent travailler. Et bon, le point le plus délicat du programme de coalition, c'est vraiment la libéralisation, les propositions de libéralisation, à commencer avec l'introduction du droit du travail, une collection de lois qui doivent protéger les salariés, mais dans l'introduction déjà, bon, on ne parle pas du salarié, mais on parle d'une égalité entre le salarié et l'indépendant. Mais dans une telle situation, les salariés demandent les mêmes droits que les indépendants, qui peuvent définir leur temps de travail, leurs heures de travail. Et le droit du travail, en principe, c'est pour protéger le salarié. Et tout cela, ce n'est pas le ton du programme de coalition. Ce qui est grave, c'est la discussion sur le temps de travail. Ils vont dans la direction d'une annualisation du temps de travail et c'est aussi un affaiblissement des syndicats avec l'omineux accord qui devrait être pris entre salariés et patrons. Donc des accords où on serait à pied égal entre patrons et salariés. C'est un conte de fait de la politique libérale qui dit que le salarié serait au même niveau que le patron.
qui est toutefois dans une dépendance totale. Et puis ça continue avec la loi sur les conventions collectives. Nous demandons une réforme depuis longtemps et encore une fois, on ne vise rien, on ne fait pas référence à la loi sur les conventions collectives. Et puis ça continue avec la fiscalité. Là aussi, le GBL avait un programme très clair pour les impôts et une revendication claire pour avoir plus de justice fiscale. Et tout ce qui se passe, c'est le contraire de ce que nous avons dit. Tout d'abord, une promesse du gouvernement à l'adresse des entreprises qui paieront moins d'impôts, mais pas de promesse pour les salariés. Seulement, si la trajectoire budgétaire le permet, on va faire quelque chose pour les petits et moyens revenus. Et si en 2026 ou 2027, la réforme fiscale doit être mise en pratique, et si les étoiles sont bonnes, si la trajectoire budgétaire le permet, alors les salariés auront aussi un allègement fiscal. Nous voulons plus d'imposition sur le capital, sur l'héritage, sur la fortune. Donc, nous voulons diminuer les inégalités. Puis encore, nous avons aussi parlé de la politique de la famille, crise du logement, où nous nous sommes déjà exprimés. Le phénomène qui a déclenché la crise à Luxembourg, on continue à l'encourager, on fait des cadeaux aux promoteurs, aux investisseurs pour qu'on construise énormément. Et les prix explosent littéralement. Et un autre point important dont je voudrais parler, c'est le volet de la santé et de la sécurité sociale. Vous l'avez appris, c'est une des premières actions ou une des premières déclarations de ce gouvernement consistait à dire, de la nouvelle ministre de la Sécurité sociale, elle a dit il faudra voir ce qu'on va faire. Cela ne figurait pas dans les programmes électoraux. On a peu parlé des pensions. Et pour nous, c'était un bon signe. On ne versait pas dans la panique, on n'a pas dit qu'il faut faire attention, mais à peine élue, la nouvelle ministre nous dit que, et là cela commence à devenir dramatique, qu'il faudra revoir l'architecture de notre système des pensions. Alors nous ne sommes pas des ministres de réglage, mais nous sommes arrivés à une question fondamentale de notre système solidaire des pensions, financé solidairement. Le système des pensions, qui est un des meilleurs au monde. Et maintenant, nous disons qu'il faut revoir l'architecture de cette structure. Et puis, on a aussi parlé du virage ambulatoire. Nous l'avons déjà dit. Actuellement, on dit qu'on doit trouver un consensus avec la société civile et le gouvernement ne cesse de rappeler l'importance du dialogue social, mais en même temps, nous avons appris tout cela par le biais de la presse. Nous n'avons pas été invités à dialoguer. Et le deuxième et le troisième pilier du système des pensions seraient encouragés et en même temps, des solutions que nous avons proposées ont été totalement balayées. Et alors, nous sommes dans une situation où nous pensons que ce n'est pas ce que nous entendons par un dialogue social. Et ce serait mieux de discuter avec les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats. Ce sont aussi eux qui cotisent, les salariés et les entreprises. Et ils devraient être impliqués en toute sérénité dans cette discussion. Dès lors, nous regrettons ces déclarations de la nouvelle ministre, parce que si on parle du deuxième et du troisième pilier du système des pensions, c'est automatiquement une précarisation de notre système des pensions. Automatiquement, nous nous attaquons au système des pensions publiques pour ouvrir la porte toute grande aux pensions privées. C'est très dangereux
Et c'est malheureux dans une période où nous dépendons de la cohésion sociale, où nous parlons de la solidarité dans la société. Là, nous avons besoin d'un système construit sur la solidarité. Et maintenant, ce que cela veut dire pour les petits et moyens revenus, bon, on le voit dans d'autres pays et c'est dangereux et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous l'avons déjà dit, l'OGBL l'a déjà dit et nous l'avons dit par le passé. Nous continuons à le dire. Nous refusons toute détérioration des systèmes des pensions et une détérioration de l'État social serait un poison pour le Luxembourg et nous ne pouvons pas l'accepter. Et alors il faut savoir que cette discussion est venue parce que nous allons peut-être avoir moins de recettes que de dépenses à l'avenir et en même temps, on exclut les réserves que nous possédons. Mais nous avons un peu plus de 23 milliards de réserves dans notre fonds de compensation et ce n'est pas une source de revenus potentiels. Et en fait, c'est un point que nous ne pouvons pas accepter si on dit qu'il faut exclure cette possibilité, de même que l'on exclut, le cas échéant, une augmentation des cotisations. C'est difficile parce que si on veut dialoguer, on dit tout de suite qu'une de nos principales pistes, ce n'est plus une piste, on l'a tout simplement écartée et nous trouvons que c'est très difficile. Et nous sommes en tout cas d'avis que nous devons continuer à nous battre et nous misons sur une entrevue que nous avons demandée. Nous voulons que notre système public des rentes soit respecté. Nous allons continuer à nous battre pour cela et nous invitons tout le monde à partager notre valeur et aussi à faire opposition le cas échéant. Et donc, vous êtes tous concernés, les jeunes, les moins jeunes, les anciens, et ils devront tous se rallier à nos revendications. Voilà. Je n'ai plus de voix. Mais c'était un peu le tour de table de ce que nous avons discuté ce matin pour les dossiers. Et puis, nous sommes encore allés dans les entreprises. J'ai parlé de la loi sur les conventions collectives et de fortes conventions collectives dont nous avons besoin. Et nous ne les avons pas. Nous n'avons pas une loi qui permettrait cela. Il y a une directive européenne qui nous dit qu'en novembre 2024, nous devons avoir des conventions jusqu'à 80%, une couverture de 80% par des conventions collectives. Donc, nous nous battons pour cela. Nous sommes toujours battus pour cela. Mais nous n'y sommes pas arrivés. Maintenant, nous sommes dans une situation où une entreprise à Luxembourg nous montre ce qu'on en fait. C'est Ambassade de Lange où, depuis 15 jours, nous sommes en grève, où les gens ont dû opter pour la grève parce que leur patron a décidé de manière unilatérale que la convention collective était résiliée. C'est unique dans l'histoire qu'une direction dise « nous demandons la conciliation » et nous demandons à la fin la non-conciliation. Et quelques jours plus tard, les gens qui travaillent dans l'entreprise ont appris « voilà ce à quoi vous n'aurez plus droit parce que cela ne figure plus dans nos conventions ». Et c'est énorme, c'est une grande attaque contre les salariés, c'est une attaque contre les collègues qui travaillent dans cette entreprise depuis des années, qui ont contribué à réaliser des bénéfices pour eux. C'est vraiment une attaque frontale. Ils y travaillent depuis des décennies et maintenant on leur dit tout ce qu'on va leur retirer. Et ça va au-delà de Ambassade, cela nous concerne tous. C'est une attaque à notre modèle social. C'est une attaque qui montre que si le patron peut agir de cette manière et si cela fait école, alors nous aurons un problème dans tous les secteurs économiques
demain et après-demain. Et alors, nous serons dans des relations que nous n'avons jamais voulues. Cela aussi assure la compétitivité du Luxembourg parce que nous avons eu la paix sociale, si le modèle social est respecté. Mais si c'est cela, la nouvelle manière de fonctionner, alors nous n'aurons plus la paix sociale. Et c'est pour cela que nous sommes d'avis, et c'est aussi un appel à tout le monde, pas seulement aux politiciens, mais aussi au gouvernement élu. C'est un dossier où tout le monde devrait être aussi scandalisé. Et le patronat ne peut pas fonctionner de cette manière. Nous aimons nous battre. Nous avons des confrontations, mais une issue comme celle-ci, ce n'est pas notre objectif. Nous essayons de trouver quelque part des solutions. C'est déjà la 16e journée de la grève et nous défendons les droits qui figurent dans notre convention collective avec la solidarité de tout le monde et nous avons le soutien de l'ensemble de l'OGBL, de tous les secteurs professionnels. Et rapidement, nous avons obtenu la solidarité de tous les partis qui sont venus au piquet de grève, mais nous apportons des boissons, des aliments, et actuellement, nous resterons sur place aussi longtemps que cela s'impose, et nous espérons que bientôt la convention collective sera de nouveau engagée. Il est évident que nous avons discuté de ce dossier. Nous avons aussi organisé une cagnotte pour que les gens puissent s'en tirer sur le plan financier. Et au cours des prochains jours, nous avons déjà préparé le terrain. Et nous avons envisagé toute une série d'actions. Des concerts où de grands artistes luxembourgeois vont passer dans les prochains jours. Jeudi, nous irons manifester devant la Chambre des députés. Nous l'avons déjà fait. Et nous lançons un appel à la solidarité aux députés. Il est question de plus qu'une convention collective. Nous allons encore organiser un piquet de protestation sur place où nous espérons qu'il y aura encore plus de monde et nous allons faire quelque chose tous les jours. Nous pouvons aussi augmenter la pression. Nous sommes en train de le faire et nous montrons que nous sommes prêts à agir encore plus fortement. Tout cela déclenche dans nous le besoin de montrer que nous devons effectivement nous battre en faveur des conventions collectives. En passé, cela prouve à quel point la législation est faible et avec quelle rapidité ça peut aller si nous n'avons pas de réforme de notre législation. Et c'est la raison pour laquelle que nous allons, au mois de janvier, organiser une action de protestation et de solidarité dans la capitale où nous allons défendre nos droits dans le contexte des conventions collectives. C'est ce qui mais pour l'instant, on bafoue ces droits. Et s'il y a encore d'autres questions à ce sujet, nous allons évidemment répondre maintenant. Pour les différents dossiers que nous avons encore analysés, nous avons eu une bonne convention collective qui a été signée auprès d'une agence de voyage et cela montre que cela peut fonctionner avec des augmentations linéaires, avec des primes, avec des pécules de vacances, etc. dans l'intérêt des salariés, mais nous avons aussi parlé d'autres dossiers. Bon, tout a été dit et vous avez tous été présents lors de la présentation d'autres dossiers. Et maintenant, nous devrons évidemment aussi parler du temps de travail. Là aussi, il y a urgence en la matière. Et le dernier dossier que nous avons discuté, c'était celui de la restauration collective. C'est un secteur où beaucoup de gens travaillent.
Et vous pouvez vous imaginer que le temps de travail est beaucoup dans la discussion dans ce secteur. Ils se battent depuis des années pour obtenir une convention collective. Et bon, on a fait un grand pas en avant, mais la direction refuse de continuer à négocier. Et pour vous expliquer ce qui se passe, depuis des semaines, nous avons mobilisé, nous avons organisé un piquet de grève où il y avait beaucoup de monde pour exprimer le mécontentement. Et 2 semaines plus tard, on propose 0,1%. Les gens sont furieux dans ce secteur et nous voulons vraiment que là aussi, que ça bouge dans ce dossier. Et ce piquet de grève est prévu le 19 près de l'école européenne. Ceci sera organisé par les collègues de la restauration collective. Vous voyez que nous ne sommes pas en manque de travail et dans les 100 prochains jours, parce qu'à côté de cela, il y aura aussi les élections sociales. Et là aussi, nous avons fait le point ce matin. Je ne vais pas vous en parler. Vous allez encore nous entendre souvent au cours des prochains mois. Et à partir du mois de janvier, nous allons totalement lancer notre campagne. Et nous lançons un appel à ce que les gens nous renforcent. Nous avons besoin d'un syndicat fort par les temps qui courent. Et d'ailleurs, demain, nous allons déposer nos listes de candidats pour l'élection à la Chambre des salariés. Tout est réglé et c'est au tribunal que cela se passe pour la partie officielle avec le dépôt des listes de candidature pour la Chambre des salariés. Nous avons la situation où nous avons 2 élections, l'une dans les entreprises, l'autre pour les représentants à la Chambre des salariés. Les 2 élections sont importantes, mais il faut vraiment nous battre pour les 2 élections. Et à côté de cela, nous devons expliquer aux gens qu'ils doivent voter 2 fois, une fois par voie postale, une autre fois dans les entreprises, dans un bureau électoral. Voilà pour les élections sociales. Et je pense que j'ai fait le tour et je vous remercie encore une fois de votre patience et de m'avoir écouté.